Bonsoir à tous les auditeurs de Radio RSI. J'espère que vous passez un très bon mercredi. En tout cas, nous, ça va ici. Merci à tous les auditeurs qui nous suivent dans plusieurs pays, entre autres le Brésil, le Canada, la France, Haïti, les États-Unis. Bienvenue sur mon émission de 18h à 20h. Nous avons pris un peu de retard, mais ce sera vite rattrapé, ne vous inquiétez pas. Avec bien entendu mes deux chroniqueuses, Elvina et Rebecca, donc sur mon émission, donc qui est une émission socio-culturelle informationnelle qui s'appelle Sovereign of Dunia. Donc bienvenue à tous. Donc le sommaire d'aujourd'hui, avant de commencer ensuite de faire un tour de table et de vous présenter mes chroniqueuses de ce soir, chers auditeurs, nous allons aborder un sujet très sensible. Et oui, le féminicide. Oui, en Haïti et comme dans d'autres pays, entre autres l'Europe, la France, ces femmes qui sont tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint, même en France, comme Marlène Collin, Jusceline Jean-Charles, Naomi Alcius ou encore Sonine Marturin, où elles sont autant tuées par des bourreaux portant des masques d'amoureux. Ces victimes et bien d'autres vivaient pleinement leur vie et jouaient des rôles importants dans leur vie quotidienne, des rôles sociaux. Elles étaient soit infirmières, travailleuses de banque, comptables, commerçantes, même mères de famille, je vous dirais. Oui, chers éditeurs, ces victimes ne sont plus. Elles nous ont quittés sous les coups donc, de leur mari. Donc ce débat ce soir sera bien entendu axé à ces violences qui ont amené bien entendu au meurtre, donc au fémicide de ces jeunes femmes. Donc sur cette année, 100 femmes, elles sont tuées par leur conjoint ou ancien compagnon. En France, les chiffres sont-elles en augmentation ? Le fémicide, le fait de tuer pour une raison de son sexe ou le pire expression des violences faites aux femmes. Nous allons donc en parler ce soir et nous serons aussi accompagnés aussi de deux charmantes femmes, dont une au téléphone qui est actuellement à Los Angeles, qui s'appelle donc Marjorie Letiec, qui est d'origine haïtienne et qui est donc une femme aussi inspirante qui va nous parler de ces petits tracas de la vie. Ce ne l'a pas arrêtée, bien entendu. Au contraire, elle est toujours actrice et elle travaille pour des productions audiovisuelles françaises. Donc voilà. Et aussi, nous allons recevoir Yankoso qui est donc architecte, qui va venir nous parler de sa passion et de son métier dans l'architecture. Et aussi passer un coup de fil à distance de une de nos invitées aussi, qui n'a pas pu se déplacer malheureusement ce soir, mais elle est dans le combat donc féministe et elle lutte justement contre tous ces crimes-là, donc entre autres le féminicide. Donc elle s'appelle Lucie. Donc nous allons pas tarder à l'appeler. En attendant, on va vous mettre une petite pause musicale, le temps de vous laisser vraiment le temps de partager, et nous revenons dans quelques instants avec Lucie au téléphone. À tout de suite. La vie m'impose certaines tâches qui s'emparent de mon temps. Et pourquoi refuses-tu de comprendre? Tout ce que je fais n'est que pour toi. C'est évident, je t'aime. Il ne suffit pas de dire que tu m'aimes, faut bien me le prouver. Ne me considère pas comme une possession, comme un bien acquis. T'as pas changé, boulot, tes odeurs sont les mêmes, pourtant rien n'est pareil. T'as plus de temps pour moi, je me sens négligée, tout à fait délaissée. Moi aussi je peux te blâmer. Où est passée la femme charmante au sourire attrayant? C'est un rapport de cause à effet, mais ces fort passe inaperçu. Alors je ne sais même plus. À ce jour de blâme, nous n'en finirons pas. Je te le jure. Je veux seulement que tu me traites comme tout au début, comme une fleur fragile. En moi le sourire, la chaleur au cœur et la joie de vivre. Les séances de ciné, nos nuits en tête à tête me manquent énormément. S'il vit encore, nous devons ensemble d'une façon ou d'une autre sauver notre amour. Oh, mais moi non, jour et nuit qui travaillent sans relâche, ça en vaut la peine. C'est discuter, même ça nous connaît.
relations, faut tout donner. L'amour très essentiel, très égoïste. Tout comme une fleur, faut toujours arroser. Plus l'amour n'a grandi, plus l'amour n'a fleuri. Le vrai secret. Même ça nous connaît qu'à faire mal. Le vrai secret. C'est discuter. Même ça nous connaît qu'à faire mal. Nous pas faire la moitié dans une relation. Faut tout donner. L'amour très insatiable, très égoïste. Tout comme une fleur, faut toujours arroser. La radio citoyenne. Chita ensemble pour nous faire un bilan. Est-ce pas bravo des compliments? Allô, bonsoir Lucie. Lucie, est-ce que vous m'entendez? J'aurais 5 minutes, le temps que je fasse l'interview. Bonsoir Lucie, bonsoir, vous êtes en direct, ça y est, on a réussi enfin à vous avoir au téléphone. On a eu un petit peu de retard encore, désolé vraiment. Allô, oui. On a réglé le problème de la ligne. Nous sommes en direct là actuellement sur Radio RSI. Donc tout le monde vous entend. D'accord, bonjour tout le monde. Bonjour, donc je suis avec ma chroniqueuse Elvina. Et aussi Yankoso qui est architecte avec moi. Donc, bonsoir. Voilà. Bonsoir. Voilà. Donc on parlait justement du problème du féminicide, qui est un problème qui touche énormément de femmes, surtout cette année. On en a entendu parler très très souvent dans les médias. Oui.
Donc, et en plus de ça, il faut savoir que dans le code pénal, une dizaine de pays latino-américains ainsi qu'en Espagne ou en Italie, juridiquement, il n'existe pas en France. Son inscription dans les lois compte parmi les demandes faites par des associations et collectifs féministes qui cherchent à mettre les autorités face à la réalité d'un fléau d'une femme meurt sous le coup de leur conjoint tous les 2 jours et demi. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ces chiffres-là? Oui, tout à fait. Je peux vous confirmer ces chiffres. En fait, depuis longtemps, les féminicides existent, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle plus. Et ça, c'est positif de mettre en lumière sur ces crimes spécifiques sur les femmes. Et en fait, les associations demandent au gouvernement notamment de l'argent pour mettre en place des mesures comme des places d'hébergement supplémentaires pour les femmes qui pourraient comme ainsi fuir le domicile conjugal ou le renforcement de prévention contre les violences sexistes et ce dès le plus jeune âge. Également, par exemple, la création d'instances judiciaires spécialisées sur ce thème. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à faire pour une meilleure prise en charge de ces victimes. D'accord. Lucie, encore une petite question. Donc, comment se fait-il que dans un pays de droit de l'homme comme la France, ou un pays, si je peux me permettre de dire, avec liberté, égalité, même fraternité, il y a autant de retard concernant le problème majeur, ce fléau-là, donc le fémicide, où on ne laisse pas, au jour d'aujourd'hui, une femme, par exemple, quand elle va porter plainte, on la prend pas au sérieux ou on la prend pas forcément en charge. Comment ça se fait? Oui, alors tout à fait. Donc là, on voit qu'il y a un grand problème. En fait, on voit que c'est plus global que sur les féminicides. On a vu que, par exemple, après l'affaire Weinstein, après MeToo, on a beaucoup dit aux femmes d'aller porter plainte pour tout ce qui leur était arrivé. Donc voilà, beaucoup de femmes, ça fait bien, se disent maintenant ça suffit, je vais aller porter plainte. Mais on voit qu'est-ce qui se passe quand les femmes vont porter plainte. On l'a vu l'année dernière avec notre association, nous toutes. On avait fait un test dans un appel à témoignage, dans les gendarmeries et les centres de police. Et en fait, on voit qu'effectivement, les femmes, on leur dit mais non, ne portez pas plainte, ça sert à rien. On voit qu'il y a un gros manque de formation des policiers, des gendarmes et de toute l'institution judiciaire sur ces problèmes spécifiques des violences conjugales. D'accord. Un grand manque d'information ou autre chose? Parce que quand on regarde nos collègues, nos voisins européens comme l'Espagne, qu'ils ont fait vraiment un grand travail de fond là-dessus. Au jour d'aujourd'hui, en Espagne, si vous voulez, une femme, elle n'est pas obligée de porter plainte. À partir du moment où des violences physiques ont été constatées, voire même vues, en tout cas par la police, eux-mêmes ont droit d'engager des procédures. Vous voyez ce que je veux dire? L'Espagne a une grande avancée là-dessus. Les policiers ont des formations en adéquation pour ce type de situation. Comment se fait-il qu'en France, on ait autant de retard? Je ne comprends pas. Oui, on a du retard, tout à fait, parce en Espagne, il faut dire, ils ont voté une loi globale contre les violences faites aux femmes dès 2004, vous voyez, une loi sur les violences de genre, donc ça commence à dater, c'était à 15 ans. Et ils ont fait, par exemple, une formation obligatoire de tous les professionnels, infirmières, policiers, personnels soignants, juges. Et voilà, donc du coup, par exemple, les femmes ont été beaucoup mieux accueillies dans toutes ces structures. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas en France. Donc effectivement, on a vraiment beaucoup de retard. Et quand on voit que la police, ils disent que le gouvernement, par exemple, disait oui, on va faire un audit pour voir ce qui se passe dans la police, mais on le sait déjà ce qui se passe. Les associations, elles savent déjà ce qu'il faut faire. Donc, on aimerait vraiment qu'ils agissent maintenant. D'accord. Et comment devient-on militante, du coup? Comment devient-on militante? Oui, parce que une autre question. Moi, dans ma famille, on est sensibilisé au féminisme. J'ai des parents assez féministes. Après, j'ai pu avoir des déclics personnels. Par exemple, quand j'étais assez jeune, quand j'avais 19 ans, j'ai assisté au procès du viol d'une amie. Et j'ai vu qu'on lui posait des questions sur comment elle était habillée, la longueur de sa jupe, etc. Et ça m'a dans les remarques sexistes. Voilà. Ça m'avait révolté. Il y avait aussi après, ça date un petit peu, mais moi, j'ai presque une quarantaine d'années aujourd'hui. Mais à l'époque, quand Ségolène Royal, vous vous rappelez, avait porté sa candidature pour les présidentielles, on lui demandait mais qui va garder les enfants, etc. Donc, on se rend compte que vraiment, il y a du sexisme un petit peu à tous les étages, à tous les échelons de la société. Et donc, voilà, ça m'a donné envie de m'engager.
Et pourquoi au jour d'aujourd'hui, c'est l'impression que ça donne, même dernièrement sur Brut, on a eu une grande manifestation justement par rapport à tous ces grands féminicides, ces problèmes, ce fléau qu'a connu donc la 100e femme qui est morte depuis janvier 2019. Oui. Si mes recherches sont bonnes. Et pourquoi au jour d'aujourd'hui, quand on dit féministe, c'est autant moqué par la société? Dès qu'on utilise tout de suite féministe, c'est péjoratif. On dit t'es féministe, tu vas montrer tes nénés. Enfin, je veux dire, les gens, ils ont une idéologie, ils comprennent pas. Pourtant, pour moi, c'est plutôt un combat digne de se battre pour. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a quelques années, j'avais participé à une association qui s'appelait Oser le féminisme. Parce qu'on se disait, oui, il faut dire que le féminisme, pour dire que oui, non, le féminisme, c'est pas tabou, c'est quelque chose de bien. Et le féminisme, c'est juste l'égalité entre les femmes et les hommes. Et tout le monde a y gagné, d'ailleurs. Les femmes comme les hommes ont à y gagner dans cette société où les droits seraient plus égaux entre chacun. Mais c'est vrai qu'il y a encore pas mal d'idées reçues sur les féministes, mais je pense que les choses progressent quand même. Que fait la loi, mis à part ça? Qu'est-ce que la loi, elle fait? En dehors de, est-ce que depuis votre combat, les grandes manifestations que vous faites pour ces crimes-là, il y a eu quand même du changement? Ou c'est toujours resté au même stade? Non, pour l'instant, malheureusement, il n'y a pas vraiment de changement décisif. Après, les lois, elles existent et elles sont plutôt bien faites. Il y a des choses, par exemple, en termes de violence conjugale, il y a l'ordonnance de protection qui permet de protéger les femmes, de pouvoir les reloger, les protéger de leurs conjoints ou ex-conjoints violents. Mais donc les problèmes ne sont pas vraiment au niveau de la loi, c'est plutôt le problème au niveau de l'application de la loi. Et comme on le disait tout à l'heure, au niveau de vraiment décider de taper fort sur la table et de dire, d'avoir une réelle volonté politique et de faire une loi globale un peu qui forme tout le personnel, qui fasse aussi de l'éducation des garçons et des filles sur ce sujet pour que les choses changent. Ah oui, parce que ça n'a pas encore été fait. Bah oui, parce que quand on sait que féminicide, qui est un mot qui n'a intégré que le dictionnaire qu'en 2015, qui demeurait donc absent de la plupart des autres dictionnaires ainsi que du droit français, c'est quand même grave. Oui, tout à fait. C'est un terme en fait qui a été inventé pour bien marquer la spécificité de genre de ce meurtre, puisque souvent dans les médias, encore trop facilement, on entend des choses comme crime passionnel, il a dérapé. Or non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est un meurtre de femme. Et cette femme, elle est tuée souvent, par exemple, parce qu'elle a voulu quitter son compagnon ou son ex-mari. Oui, il faut bien faire la différence, quoi. Au moment des ruptures, il y a des moments de fragilité et c'est pour ça qu'il faut vraiment déployer des mécanismes de protection des femmes à ces moments-là. Et ces moments-là, on les connaît, on le sait. Mais la police, non, eux, ils n'ont pas l'air de tous le savoir, en tout cas. D'accord. Elvina, je crois qu'elle a une toute petite question pour vous. Oui. Elle a une question à vous poser. On t'écoute. Par exemple, je sais qu'il y a des femmes qui n'osent pas forcément en parler et quels conseils pourrait-on donner justement à ces femmes pour justement oser, parfois elles subissent jusqu'au point justement de mourir et peut-être au lieu d'aller jusque-là, peut-être dès les premières violences, peut-être quel conseil donnerait-on pour qu'elles puissent oser? Le conseil que je donnerais à tout le monde, parce qu'effectivement tout le monde n'a pas forcément envie d'aller porter plainte, etc., c'est de se tourner vers les associations spécialisées, dans un premier temps d'appeler le 3919, qui est un numéro national qui est ouvert et qui va vous permettre d'être orienté, d'être accompagné pour toutes vos démarches si vous êtes victime de violence. Donc voilà, il faut diffuser ce numéro d'appel qui est le 3919. D'accord. On vous remercie, Lucie. Et il y a une autre petite question aussi de la part de Yankoso, donc notre architecte invité qui est juste à côté de nous. Donc, je te laisse y aller. Bonsoir. Oui. J'aimerais vous poser la question, est-ce que le mot féminicide, il est reconnu légalement comme homicide en droit? Alors, pour l'instant, le mot féminicide, effectivement, il est entré depuis peu au dictionnaire. Il n'est pas encore dans le code pénal. Voilà, se pose la question de savoir si on pourrait effectivement le mettre dans le code pénal. Est-ce que ça pourrait permettre de changer la loi? Mais dans la loi, il existe déjà des circonstances aggravantes quand il y a un meurtre qui est commis par un partenaire. Il y a déjà des choses qui existent, mais effectivement, il n'est pas encore dans le code pénal. Après, je pense pas que c'est la priorité pour ce combat. Et je voulais conclure en disant aussi que je fais partie du mouvement Nous Toutes, qui appelle une grande manifestation à Paris le 23 novembre. Et je vous invite tous à aller sur noustoutes.org si vous avez envie de vous engager sur cette cause.
D'accord, il n'y a pas de souci. Radio RSI sera avec vous, hein, Lucie, et avec en tant que militant aussi. Nous aussi, Oui. voilà, parce qu'on sait très bien qu'aux Antilles, malheureusement, entre autres en Haïti et dans d'autres pays et en Amérique centrale, les crimes de fémicide sont 4 fois plus. Oui. On va savoir Tout pourquoi. à fait. De toute façon, oui, il y a un chiffre là que j'ai lu. Il y a une femme sur 3 dans le monde qui est victime de violences sexistes ou sexuelles. Donc, vous voyez, c'est vraiment des faits qui sont tout à fait massifs. Et ce que je disais aussi, c'est que dans le monde, en général, une femme sur 2 qui est tuée, elle est tuée par son compagnon ou son ex-compagnon. Donc vous voyez que c'est vraiment un phénomène d'ampleur internationale. International. Et aujourd'hui, quel est votre plus grand combat en tant que féministe pour lutter contre ce fléau? Qu'est-ce que vous attendez Pour lutter contre ce fléau, on aimerait avoir, à l'instar de l'Espagne, un plan de lutte contre les violences un peu global qui permette de former, que ce soit de former un peu les garçons et les filles à la notion de consentement, de former, je vous dis, tous les professionnels, soignants, policiers, infirmières, juges, à ces spécificités. Parce que pourquoi on demande ces formations? C'est que, par exemple, les victimes de violences conjugales souvent font des allers-retours entre leur domicile et la... Attends. Pardon, excusez-moi. Non, c'est pas grave. Excusez-moi. Et donc voilà, c'est important d'être formé aux spécificités de ces violences pour mieux pouvoir les détecter, les accompagner et savoir qu'une victime ne va pas partir de son domicile tout de suite. D'accord, ok. Donc mettre vraiment toute cette cellule psychologique en place, pousser un peu plus le gouvernement à faire comme nos voisins d'Espagne, à être un peu plus rigide en tout cas concernant ce sujet. Est-ce que vous pouvez dire, vous, en tant que femme et en tant que militante, est-ce que des pays où il y a un petit peu moins de droits que la France, je donne un exemple, ça peut être des pays afro-musulmans, ces crimes sont un peu plus perpétués? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail à faire inter-étranger en dehors de chez nous? Oui, c'est bien, mais... Bien sûr, il y a des pays où on ne peut pas porter plainte en termes de violence conjugale, donc c'est encore plus difficile, effectivement. Oui, c'est beaucoup plus difficile. Mais en tout cas, je vous remercie, Lucie, de votre intervention. Vous laisser. Ouais, il n'y a pas de souci. Je vous remercie pour votre petite intervention. Et nous allons continuer à parler un petit peu de ce sujet. D'accord. En tout cas, à très bientôt et merci encore. Au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc nous venons d'avoir Lucie, comme vous pouvez voir au téléphone, qui nous a fait une petite intervention parce qu'elle a par défaut de pouvoir se déplacer, mais on en a appris beaucoup, donc n'hésitez vraiment pas à la contacter, ainsi que on laissera les coordonnées sur Radio RSI parce qu'elle n'a pas eu le temps, elle était pressée, donc de son association et du combat, ainsi que bientôt, donc manifestation, elle vous l'a bien dit, au mois de novembre, donc j'aurai toutes les informations à pouvoir donc vous partager et que vous partagez entre vous, en espérant qu'il y ait énormément de personnes pour lutter contre ce fléau qui nous touche tous, vous avez entendu, dans tous les pays, sur le féminicide. Et nous allons continuer à en parler avec nos deux autres personnes tout à l'heure encore au téléphone, avec Marjorie Letiec qui a vécu peut-être pas la même chose, mais ça aurait pu aussi lui arriver. Elle va vous raconter ça au téléphone tout à l'heure, dans quelques instants. Vous êtes toujours sur Radio RSI, nous revenons dans quelques instants. Je vous laisse en musique, à tout de suite. Ja, weißt du, der befindet schon Melodie auf den Lyrics, mit dem Chicken Melodie. Was denn, wo weißt du?
De retour, bienvenue aux auditeurs de Radio RSI. Vous pouvez, n'hésitez vraiment pas à partager, même si on a pris du retard, mais n'hésitez pas à partager. Vous pouvez nous suivre aussi au www.radiosudinternational.com sur les réseaux sociaux, sur ma page et aussi partout, hein, sur la bande FM aussi dans le sud d'Haïti et sur West TV. Donc, les filles, ça va ou pas? Ça va très bien, merci. Et toi? Je vais m'excuser pour ma deuxième chroniqueuse qui est un petit peu à la bourre, mais elle devrait pas tarder à arriver. Comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de ce débat? Tu peux nous donner ton approche un peu de tout ce qu'elle a dit comme information, Lucie? Qu'est-ce que tu en as pensé? Que c'est très bien, c'est important de pouvoir en parler et de savoir qu'il y en a qui se battent quand même pour pouvoir imposer et écouter le combat de ces femmes. D'accord. Il faut savoir que, pour ceux qui ne le savent pas, qu'il y a un nouveau programme quand même de transformateurs pour lutter contre la violence faite aux femmes et aux filles en Haïti, hein, à Port-au-Prince, lancé depuis le 4 juillet 2019. Donc le gouvernement haïtien, par rapport au système des Nations Unies européennes, est organisé le 3 et le 4 juillet 2019 le premier atelier de formulation d'un nouveau programme transformateur et visionnaire autour de la problématique des violences donc faites aux femmes, aux filles, dénommé Spotlight. Version finale du programme sera approuvée en novembre 2019. L'initiative du Spotlight met en place la question de la violence faite aux femmes, aux filles sous le projecteur et le met au cœur aux efforts menés pour atteindre l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes, des filles et accélérer la réalisation des objectifs de développement durable en accord avec le programme durable d'horizon 2030. L'initiative intégrera pleinement le principe ne laisser personne à côté. Donc c'est un programme qui a été mis en place en Haïti qui sera bien entendu validé en novembre sous la supervision du bureau du coordinateur résident des Nations Unies en Haïti. La mise en œuvre du programme ne sera sous le leadership des autorités nationales avec le soutien technique de PNUD et l'UFPA, l'UNICEF et l'ONU des femmes. L'initiative Spotlight est une initiative visant à agir de manière décisive, concernée et efficace sur la violence. Elle contribuera aussi à reconnaître et nommer et prévenir et apporter le réconfort et appui des solutions aux femmes et aux filles qui sont confrontées à ce problème, a déclaré le docteur Mamadou Diallo, le coordinateur résident du système des Nations Unies en Haïti. Donc les 2 jours donc de discussion de ce débat qui ont regroupé les membres de la société civile, du secteur privé et les autorités nationales autour du programme ont permis d'identifier des actions ciblées sur des piliers suivants. Donc promouvoir des lois et des politiques pour prévenir la violence, la discrimination et lutter contre l'impunité. Contribuer au renforcement de l'institution nationale et locale sur la thématique de la violence faite aux femmes et aux filles. Prévention aussi, promouvoir des normes d'attitude et de comportement sociaux équitables en matière de genre. Et rendre disponible selon les services essentiels à la haute qualité pour les victimes, afin d'améliorer la qualité, précision et la disponibilité des données sur la violence à l'égard des femmes et des filles. Donc c'est un programme qui a été donc mis en place, qui sera normalement validé, comme je venais de le dire, au mois de novembre, donc approuvé au mois de novembre, et qui va s'appeler Spotlight. Voilà, donc c'est en Haïti. Donc voilà. On va dire bonjour à notre chroniqueuse en retard. Comment tu vas? Très en retard. Désolée. tu viens du sud, hein? Ça se voit. Je viens du sud, voilà. Les transports, on n'en peut plus, c'est très hostile. Comment tu vas, Rebecca? Ça va, fatiguée, épuisée, je crois que j'allais jamais arriver. Le principal, c'est d'être là. Donc on parlait de féminicide. Oui. On parlait de ces crimes-là. Un gros problème. Ah oui, un gros problème, un gros fléau aujourd'hui que beaucoup de personnes interétrangers, que ce soit en Haïti. On commence à en parler énormément. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, par rapport à ça? Que j'en pense qu'il faut continuer à en parler, qu'il faut mettre les bouchées doubles pour agir, parce que c'est plus possible de voir des femmes qui meurent à cause de leur pseudo-amour. C'est pas de l'amour. Elles tombent sur un bureau, elles se font battre, elles se font séquestrer, elles ont les misères, elles sont toutes seules, isolées de tout, sachant que elles ont leur famille, elles ont des amis, elles sont accompagnées, on va dire.
Mais au final, non, elles sont isolées parce qu'on a pris le contrôle aussi de leur cerveau, de leur esprit. Elles se sentent seules, elles peuvent... Si c'est pas l'homme qui la tue, après, ça sera suicide. Si elle n'est pas assez forte. C'est vrai. Bah, je pense que il faut réagir très très vite, très rapidement et avec beaucoup plus de poignets. Mais moi, dans ma tête, je me dis, enfin, je sais pas après si je suis la seule ou quoi, mais j'ai l'impression que, au moins dans sa vie de femme, au moins on a tous connu plus ou moins, même si c'est pas forcément physiquement, mais ça peut être psychologiquement ou autrement, on a tous connu forcément une personne dans notre vie qui a été violent physiquement. C'est ce que je enfin, me qui a suis été dit violent. aussi. Au moins une personne, au moins une fois dans sa vie. Je veux dire, on n'a pas toujours eu des relations saines. C'est ce que j'ai pensé. Je me suis dit, c'est pas possible qu'il n'y ait pas une femme qui nous dise l'inverse que j'ai toujours été heureuse avec un homme. Même si ça a pu durer qu'une semaine, elle était tombée sur ce tortionnaire, quoi. Ouais. Et toi, est-ce que tu as une petite expérience? Est-ce que tu es déjà tombée, toi, sur ce type de personne dans ta vie Moi, non, je suis pas tombée. Tant mieux. Mais autour de moi, oui, je connais des personnes justement qui, justement pas un de leurs ex, gens qui se sont fait, qui ont subi justement un viol en fait, et qui ont pas forcément, qui en ont pas forcément parlé en fait. D'accord. Et toi, est-ce que tu peut-être dans ton entourage ou dans mon entourage, oui. Donc j'ai eu des témoignages, c'était assez fréquent. Et quand j'étais plus jeune aussi, dans un collège, une amie très proche qui avait subi une agression sexuelle et c'était très déroutant parce qu'on s'y attendait pas et on n'en parlait pas non plus à cette époque. D'accord. Donc le fait qu'elle ait osé en parler, elle était un peu rebut de la société, non considérée. D'accord. Voilà. Moi, j'ai une de mes tantes qui est décédée de féminicide il y a 2 ans en arrière. Ça fait du grand bruit en France parce que c'était des circonstances vraiment horribles. Donc, c'est pas un nom qui est méconnu dans les journaux. Et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment marqué. Et donc, voilà pourquoi, pour moi, il était important de parler de ce sujet, sachant que faut savoir que dans nos pays, malheureusement, ça a été prouvé, il y a plus de féminicides qu'il y en a ailleurs, quoi. Donc nous allons appeler là notre prochaine invitée qui est à Los Angeles, qui est d'origine haïtienne, qui s'appelle Marjorie Letiec, qui est actrice. Donc on va l'appeler là tout de suite. Est-ce que tu peux nous passer le coup de fil de Marjorie Letiec, le numéro de téléphone? Bon, on va faire une petite pause musicale et pendant ce temps-là, on appelle Marjorie. Allez, à tout de suite.
Allô, allô, allô. Allô, 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 Marjorie. Marjorie? Marjorie, tu nous entends ou pas? Oui, oui, je vous entends. Comment tu vas? Ça va très bien et vous? Ça va, ça va. Tu peux nous suivre, tu verras sur Radio RSI, on est en live là actuellement. Et toi, je sais que tu nous suis depuis Los Angeles. Oui, exactement. Ouais, ouais. Je suis actuellement à Los Angeles. Donc, c'est super, quoi. Enfin, Waouh, c'est une chance, hein? je sais même pas quoi dire. Comment? C'est une belle chance. Oui, c'est clair, c'est une chance inouïe. J'aurais jamais pensé aller jusque là, jusqu'à Los Angeles, mais vraiment, je suis hyper contente, super heureuse. C'est des belles aventures, tout ça. Donc, bon, voilà, c'est que du positif. Alors, on va dire au public quand même, tu es d'origine haïtienne. Oui, exactement. Hein. Né où, ici, en France? Parle-nous un peu de toi. Alors, bon, moi, j'ai commencé dans le milieu artistique en fin 2016 en tant que modèle photo, et j'ai fait des concours de mode, de défilés. J'ai fait plusieurs défilés pour différents créateurs. Et à la suite de ça, j'ai commencé à faire du cinéma en tant qu'actrice. D'accord. Avec différents réalisateurs en France. Plus ou moins célèbres en Belgique. Plus, hein. Des gros réalisateurs, c'est pas des petits réalisateurs, c'est des grands réalisateurs. Non, c'est des réalisateurs de différents réalisateurs avec plusieurs styles différents, leur façon de jouer, leur façon de pratiquer, la façon comment ils mettent les films en scène, différentes façons de jouer. Donne-nous un nom, tu peux nous donner 3 noms des personnes célèbres avec qui tu as déjà travaillé dans la réalisation de films? Oui, alors il y a Arnaud Pluquet qui est en Belgique, donc c'est l'un des deuxièmes réalisateurs les plus connus en Belgique. Il y a Jean-Pierre Mocky qui est malheureusement décédé il y a pas très longtemps, il y a 2-3 mois de ça. Donc j'avais une grande amitié pour lui. C'était mon professeur ton binôme. pendant plus d'un an et demi. Et donc du coup c'est une grande perte, c'est une très très grande perte pour moi et pour d'autres acteurs et actrices du cinéma français. Donc c'est quelqu'un qui était très strict, très droit, mais il savait ce qu'il voulait. Il voulait que les films soient parfaits en fin de compte. Et c'est la magie du cinéma qui fait que quand on voit le résultat, tu dis waouh, c'est magnifique, quoi. Il y a d'autres réalisateurs aussi avec qui j'ai joué, c'est Ivan Lexik. Ivan Lexik qui est à Paris actuellement, qui a fait un dernier film dans lequel que j'ai joué. Et donc voilà, c'est plusieurs personnes qui sont très très attachantes et avec différents styles de façon de travailler. Et c'est des belles expériences, des très belles expériences. D'accord. Et justement, on sait que t'as pas eu, parce qu'on parlait tout à l'heure de féminicide, on sait que t'as pas forcément eu une vie facile, en tout cas de ce côté-là. T'as pas forcément été gâtée, comme on dit, par la nature. As-tu toi aussi vécu ces violences psychologiques et morales? Et qu'est-ce qui t'a donné la force? Au jour d'aujourd'hui, tu es quand même une grande actrice, t'as joué dans les plus grands films, t'as réalisé tes plus grands rêves. Aujourd'hui, t'es à Los Angeles, quand même, c'est une fierté. Moi, j'ai eu la chance d'avoir travaillé avec toi en tant que chef de projet sur des grands défilés de mode et des réalisations audiovisuelles. Je vais dire, tout le monde te connaît pas, mais tout le monde connaît pas ton parcours et ça a été très difficile. Je sais que ton poids aussi a été un problème parce que voilà, ça aussi, je sais que tu étais complexée puis t'en as fait une force. Voilà, toutes ces petites choses-là. Dis-nous un petit peu, qu'est-ce qui t'a donné cette force-là pour en arriver là, pour faire tout ça? Alors,
c'est vrai que bon, au début, comme tu as dit, je partais pas avec des bons points. J'avais oui, c'est ça. J'avais une baisse de confiance en moi, mais totalement. Tout ce que je faisais, pour moi, je le ratais. Je partais avec un handicap. Je sais pas si tu te rappelles. Oui. Quand je faisais les défilés, j'étais bon, pas comme les autres, oui et non, mais je partais avec un handicap. L'obsession de par rapport à mes yeux, j'avais un très très gros strabisme au niveau des yeux. Et je me suis dit, j'étais capable de le faire. Maintenant que tu y es, vas-y, fonce. Et ce qui m'a donné envie la rage d'avancer, c'est tous ces petits des points positifs que j'ai pu accomplir chaque fois. Et je faisais des défilés, j'allais jusqu'au bout, même si je gagnais pas. Et ben comment dire, je dis c'est pas grave, j'ai participé, mais j'allais encore plus loin, j'avance. Et aussi, c'est vrai que j'ai eu pas mal de violences physiques et morales. Mais par des hommes et par aussi des filles, des harcèlements moraux, physiques, enfin voilà. Et tout ça, comment dire, une personne, effectivement, elle pèterait les plombs. Mais moi, je me suis dit, je vais être plus forte qu'eux et la seule façon de me venger, c'est la réussite, en fin de compte. Et oui, et t'as gagné! Et t'as gagné! Est-ce qu'on peut dire au jour d'aujourd'hui, tu es un modèle? Moi, je me permettrais de dire que t'es l'une des haïtiennes, en tout cas, t'es un modèle. Pour nous, pour notre jeunesse. Je suis ravie de comment dire, d'être le modèle de certaines personnes, car, comment dire, je pense qu'on est tous capables de donner le meilleur de soi-même et qu'on a tous un talent caché, inouï, et qu'il faut juste le travailler jour après jour, quoi. Faut jamais croire que l'impossible, faut jamais croire que c'est impossible, les choses qu'on veut faire, des rêves qu'on veut réaliser. Il faut juste se battre, mais même si on est les seuls à croire. Moi, j'étais la seule à y croire. Je me souviens, il y a beaucoup de personnes qui rigolaient de moi. Qui rigolaient. Ah, toi, la petite, là, Marjorie, 1m65, mais arrête tes bêtises un peu. Tu vois bien que tu rêves trop, t'es dans un monde parallèle. Je dis, mais vous allez voir. Et j'étais vraiment à fond dedans. Et je suis artiste sur Internet. Et là aujourd'hui, tu es à Los Angeles. Eh ben, on va t'applaudir. Et là aujourd'hui, tu es à Los Angeles et tu tournes avec les plus grands. Tu vois, les gens qui se moquaient de toi, ton strabisme, ton poids, ça a pas marché. Tu sais quoi, je le savais, moi, j'y avais cru en toi tout de suite, moi. Je sais pas pourquoi. Ah oui, moi, je l'ai su tout de suite. Moi, je suis hyper touchée de ce que tu dis. C'est vrai que, comment dire, des fois, on discutait ensemble, des fois, comment dire, même si c'était très, très rapidement, mais on savait, nous deux, que on se comprenait facilement. Même si on parlait pas beaucoup, mais on se comprenait. Je pense que l'important, c'est aussi de se soutenir entre compatriotes, c'est important, hein. C'est vraiment. Ah, tout à fait, oui. L'union fait la force. Je te remercie, Marjorie. Dommage, j'aurais bien voulu que mes chroniqueuses elles te posent des questions, mais on est un petit peu pris par le temps. Parce qu'on aimerait bien faire aussi l'interview avec notre invitée aussi, qui est aussi inspirante que toi, une architecte, hein, bien entendu, Yankoso. Donc tu auras peut-être l'occasion de la rencontrer bien plus tard, pourquoi pas. Hein, donc on va te souhaiter bon séjour à Los Angeles. Merci beaucoup, merci. Et on espère te retrouver. À très vite en France. À très vite en France. Et bientôt sur le plateau avec nous. D'accord? Oui, il n'y a pas de souci. Allez, de toute façon, on restera en contact. Il n'y a pas de souci. Je vous embrasse tous et belle journée, bonne soirée plutôt. C'est moi qui. Bonne soirée. Oui, elle est en journée. Allez, gros bisous, à tout de suite. Ciao. Bisous, bye bye. Donc le temps, vous avez entendu, hein, notre artiste là, donc elle est. Donc c'est une actrice, hein, donc voilà, elle s'est pas démoralisée, elle s'est battue, et je pense que beaucoup d'entre nous devraient être un petit peu comme ça, à se battre, réaliser ses rêves. Elle a eu de la violence morale, vous avez entendu aussi psychologique,
peut-être pas aussi dur que... On parle pas de féminicide, mais je veux dire, c'est une forme de violence quand même. Donc elle a subi des choses assez dures et elle s'est battue pour ses rêves. Et je lui souhaite beaucoup de courage à notre Marjorie et plein de belles choses pour la suite. Donc pour terminer, parce qu'il nous reste encore une bonne demi-heure, je vais vous laisser juste là 2 secondes en musique, le temps de récupérer mon téléphone et de prendre en interview tout de suite avec nous Yankoso. Bonsoir. À tout de suite. Ja, weißt du, der befindet schon Melodie an von Lyrics, an von Lyrics, an dem Chicken ist Melodie. Was ist, wo meinst du? Ah, du weißt du, okay. Yeah. Hey, babe. Ah bon? Quoi t'en pile? Bon, t'en pile, chérie, on aime ça. Félicitations. Très bien. Yankoso, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien. Bah merci. oui, hein, je suis désolée du retard, mais tu reviendras. Hein, t'inquiète, hein. Tu reviendras en émission avec nous. Hein, c'est vraiment important. Donc, on disait tout à l'heure que tu as commencé, pas forcément tout de suite, par faire le travail d'architecture. C'était pas forcément prédéfini pour toi? Pas du tout, non. T'avais prévu de faire quoi du coup? Je voulais être journaliste comme Lois Lane. Journaliste de quoi? Mais sans Superman. Non mais je
Journaliste de quoi? Journaliste Je voulais être aussi journaliste. d'architecture? Non, je voulais être journaliste d'investigation. Là 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 là, c'est Dans le voilà combat. quoi. Ouais. Oui, je voulais attraper les méchants, Voilà, je voulais dans attraper le les trafiquants combat. de drogue, etc. Femme forte. C'est ce que je voulais faire. au Donc tout on va venir directement face au sujet. Ok. Tu parles beaucoup de ton blog. début. Mhm. Tu parles des difficultés que tu rencontres. Tu dis, moi, jeune architecte, pleine d'enthousiasme et de rêves et d'envie, j'en suis venue à me poser cette question, de quelle manière exercer mon métier et quand le mythe de l'architecture me précède. As-tu répondu à cette réponse? J'ai pas répondu et je pense que je risque pas d'y répondre encore. Ce que je voulais dire, c'est qu'en faisant les études d'architecture, on est beaucoup dans la conception, beaucoup dans la théorie. Mhm. Et c'est un peu ce qui se passe avec tous les métiers universitaires et en école. Une fois qu'on arrive sur le terrain, on ne sait pas ce qui se passe, on ne connaît pas la relation client, on ne sait pas faire un devis, on ne sait pas travailler avec les entreprises, on ne connaît rien du tout. Un mythe qui met en transe les corps et qui prend possession de l'esprit de mon entourage proche et professionnel. Il se faufile de manière insidieuse dans les moindres recoins. De manière insidieuse dans les moindres recoins, hein, tu le dis 2 fois. Moindre fissure sans prévenir et à mon insu. Tu as fait des bonnes recherches. Ce que je voulais dire tout Ouh simplement, là là là. c'est Est-ce que des fois que tu te comprends, parce que là c'est très poétique, hein. T'es pas simplement architecte. Ce que tu dis c'est aussi très très réfléchi, je veux dire, parce que c'est pas. J'ai fait des études de littéraire. Ah bah ça se voit. Littéraire, donc je pense que c'est un petit peu ça. Oui, ça se voit. Oui. Et plus j'avance, plus je me dis que le journalisme n'est pas très loin au final. Et je vais peut-être le retrouver Bah, pourquoi par un pas. biais. Ce que je voulais dire tout simplement, c'est avant même de sortir d'une école d'architecture ou quand on est dans une école en tant qu'étudiant, le simple fait de dire je suis architecte ou étudiant, les gens qui sont en face nous voient un petit peu comme des surhumains. On a la science infuse, on connaît tout et on sait tout faire. Et c'est ça le mythe de l'architecte qui nous précède. Parce que c'est un métier et c'est aussi une vocation qui existe depuis des millénaires. Et j'ai tout le poids, sans compter que c'est un métier que l'on voit partout, avec des bâtiments emblématiques, qui forgent, qui assoient aussi la notoriété des politiciens. Je pense à François Mitterrand, à Jacques Chirac qui vient de mourir avec le musée du Quai Branly. On parle de plusieurs architectures, parce que quand on dit architecture, on a l'impression que l'architecture c'est une chose, mais l'architecture c'est quand même vaste. C'est comme je te disais tout à l'heure, on a parlé, il y a l'architecture contemporaine, il y a plusieurs formes d'architecture. Et toi, je t'ai demandé tout à l'heure, dans quoi tu te prédéfinis, dans quoi tu te qualifies? T'es architecte moderne, architecte, qu'est-ce que tu fais le mieux? Moi, je me définirais comme une architecte contemporaine. Parce que je parle avec mes contemporains, je veux être dans l'actualité. Je veux m'aider de ce que j'ai pu apprendre à l'école, de mon histoire, du passé, que ce soit du pays ou d'Afrique. Mais ensuite, je veux faire avec les faits d'actualité. On parlait par exemple des femmes. Bon, il y a un gros travail à faire sur l'espace public. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du coup? Moi, j'en pense que c'est magnifique, hein, et qu'il devrait y avoir beaucoup de femmes comme toi qui devraient justement aiguiller notre nouvelle génération, ou les jeunes femmes, ou même des mères de famille qui voudraient se retourner, faire quelque chose d'autre. Et peut-être qu'on aurait besoin de beaucoup de témoignages de femmes comme toi, quoi, en fait. Ça mettrait beaucoup de positivité, tu vois, beaucoup d'énergie. Et ça les blinderait peut-être même psychologiquement à pouvoir traverser les phases très dures. Toi, c'est même pas littéraire, toi, c'est médecin. Je vais me renseigner. Toi, c'est carrément... Toi, c'est médecin, Rebecca. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, du coup? Je trouve que c'est admirable, justement, de pouvoir... Alors, je savais pas, en fait, que mêler l'architecture... à ça, j'ai du mal à C'est voir. beau, c'est Voilà, beau. mais c'est comme si elle te racontait une histoire, oui. Voilà, mais ça donne un exemple, en fait. C'est un métier de l'art, au final. Oui. Ça reste de l'art. Art et technique, oui. Et c'est un métier méconnu aussi. Justement, pour revenir, parce qu'à un moment donné, tu dis, nous avons été protégés durant toutes nos années d'études, mais une fois lâchés dans l'arène, alors ça, t'appelles ça carrément l'arène, hein, le monde, t'appelles ça l'arène, le combat est tout autre. Il faut être opérationnel dès le début, point de place pour la
l'approximation. Alors, est-ce qu'il faut avoir confiance en soi pour faire ce genre de métier? Parce que quand on te jette dans l'arène, ça fait peur quand tu dis ça. C'est comme un animal, là, quand même le mot, il est percutant, je veux dire. On te jette dans l'arène. Il faut être confiante. Ouais, il faut avoir confiance en soi. Il faut aussi être à l'écoute. Moi, ce que je dis quand j'arrive sur le chantier, c'est que j'essaie d'être humble. Je peux pas arriver comme ça et dire à des artisans qui ont 25 ans de métier, parce que j'ai un diplôme, je suis le chef. Oui, en fait, sur le papier, je suis la chef, mais quand on arrive sur le chantier... Ouais, mais est-ce qu'il ne faut pas parfois un petit peu s'imposer? Même si on ne montre pas qu'on est chef, on peut être très humble dans la vie et aussi imposer sa personnalité, imposer qui on est. Il faut imposer ses choix, donc j'ai pas de problème pour imposer mes choix. Mais une fois, le premier chantier, par exemple, je demande conseil aux artisans parce qu'ils ont la technique sur le terrain. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont déjà fait douter dans ce métier? Dans ce métier, non. Par rapport à... Peut-être, durant les entretiens, si, peut-être. Si? Si. Les architectes qui ont 20-25 ans, peut-être, oui. Parce qu'ils en imposent, mais je pense qu'ils ne le font pas exprès. Est-ce que tu as eu cette problématique qu'on rencontre au jour d'aujourd'hui pour nous, notre nation, de couleur, de racisme? J'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Non. Je viens de l'école d'architecture de Paris-la-Villette. Il y avait beaucoup de mélanges, beaucoup de personnes de différentes nationalités qui venaient surtout pour des Erasmus. J'ai jamais eu de problème pour avoir un stage. J'ai fait un stage de 4e année chez Yves Lyon, c'est un des très grands architectes de Paris qui avait commencé les logements sociaux. D'accord. J'ai pas eu de problème par rapport à ça. Même le racisme ordinaire? Le racisme ordinaire, je dis souvent que je me sens protégée parce que je vois pas certaines choses ou peut-être que j'ai pas envie de les voir. Non, parce que je dis ça parce qu'à un moment donné, tu dis, il y a quelques années, un client m'a dit, je compte sur vous, je veux que ma maison soit belle. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux que ma maison soit belle. Voici une expression supplémentaire et invisible que le mythe me force à porter, mais moi je ne rêve que d'une chose, de faire de mon métier et de bien le faire. Or, il ne suffit pas de s'asseoir et de dessiner. Tout simplement. Ah ouais, tu peux rire, mais pourquoi il te dit ma maison soit belle? Parce que c'est ce qu'on attend quand on engage un architecte. Oui, mais tu laissais supposer... Parce que quand tu en parles, c'est que ça t'a marqué. Ça m'a marqué parce qu'on attend que ça. C'est la seule chose. On m'engage pour avoir le beau. On m'engage pas pour avoir une solution, pour l'espace. Quand on regarde l'architecte et qu'on le vend dans les journaux ou autres, on ne vend que le beau. On ne vend pas ce qui est derrière. La conception, on ne vend pas la conception. D'accord. Est-ce que tu as eu l'impression, dans ce que je viens de dire, qu'il y a eu un moment de doute avec le client? Est-ce que tu as déjà arrivé, toi, à travailler avec des clients et d'avoir des doutes parce que les clients sont trop exigeants, peut-être? Un petit peu trop exigeants? Oui, un peu. Ils ont certains critères spécifiques et parfois c'est pas évident quand il y a vraiment trop de critères spécifiques. Et après, toi, ma poupée? Rebecca, qu'est-ce que t'en penses? Il faut toujours satisfaire son client, mais à un moment donné, quand il se prend pour l'empereur, tu sais, il faut le Voilà, c'est ce que je veux dire. À un moment donné, tac. Si mon travail te correspond pas ou mon style te correspond pas, je suis désolée, on ne peut pas travailler ensemble parce que moi-même, je pourrais pas effectuer un bon travail. Ouais. Et tu te sentiras mieux avec une autre personne. Je pense qu'après, j'ai pas envie d'être esclave à mon propre client pour faire quelque chose qui va me détourner de vraiment qui je suis et de ce que je pourrais créer ou amener. Au début, j'étais dans l'optique de la satisfaction, c'est-à-dire que je pouvais prendre des projets parce qu'il fallait prendre des projets. Et à partir de 2017, je me suis dit, ça suffit, j'ai fait une coupure et je me suis dit, comment est-ce que moi je vois l'architecture et comment j'ai envie de le faire. Mettre ton style à toi. Mettre mon style à moi, créer ma propre identité. Comme ça, au moins, voilà, comme on dit, c'est ton identité, tu travestis pas tes idées non plus. Quoi. Oui, voilà, parce que j'avais pas envie de... Mais t'évolues pas après, même pour faire ton nom. Tu peux pas évoluer même pour te différencier des autres, pour faire... Oui, c'est ça, c'est ce que je suis en train de faire justement. C'est génial. Merci. Et comment se passent donc les études, rapidement en tout cas sur ce sujet, comment se passent les études d'un architecte? Donc, une fois qu'on a le bac, donc maintenant c'est beaucoup le bac S. Moi j'ai eu la chance, je suis rentrée avec un bac L. C'est 5 ans d'études et ensuite on est diplômé.
on peut faire encore une année supplémentaire, ce qui équivaut à une spécialisation dans une agence. En fait, c'est un grand stage ou une insertion professionnelle. Et à partir de là, quand on a le deuxième diplôme, entre guillemets... Est-ce qu'on fait des stages? Parce que j'ai l'impression que tu t'es jeté dans l'arène, parce qu'à un moment, tu te bats comme une lionne. À un moment, tu dis à un client, vous savez, c'est pas mon premier chantier. Si ça rate, ce n'est pas grave, on recommence. C'est ce que je voulais lui dire dans la tête, c'est le... Oui, mais... Dans ta tête. Ne jamais lâcher prise, je le reçois comme ça. C'est ce que j'avais envie de lui dire, mais je lui ai pas dit. Alors pourquoi tu mets des guillemets? Parce que c'est moi qui parle. D'accord. On aurait dit plutôt que tu racontais une histoire comme si tu l'avais dit. Oui, je l'ai fait. T'es une prof de français, j'ai l'impression. D'accord, on a l'impression que tu parlais. Mais impossible, on attend toujours quelque chose de splendide quand on fait appel à l'architecte malgré ma lutte, mon combat, etc. Donc, dis-nous, parle-nous de tes ateliers. Est-ce que tout ça, là, ce que tu es en train de parler précisément dans ton blog et un petit peu de ton expérience professionnelle en tant qu'architecte, est-ce que c'est ce qui t'a donné envie de créer justement ces ateliers? Parle-nous de ces ateliers. Oui, à la fin d'un chantier, c'était difficile. Ça s'est mal passé? Ça s'est mal passé. Pour finir, les clients, ils étaient satisfaits du chantier. Mais le fait de travailler avec les entreprises, l'architecte et le maître d'ouvrage et les clients, c'était très difficile de s'asseoir et de discuter. Donc j'en ai eu marre, je me suis arrêtée, j'ai fait autre chose. J'ai travaillé dans une grande enseigne en tant qu'hôtesse de caisse. Je me suis dit, j'ai plus envie de réfléchir, je vais aller m'asseoir et je vais faire mon travail. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut réconcilier l'architecte avec le particulier? Comment est-ce qu'ils peuvent s'entendre? Comment est-ce qu'ils peuvent parler sans se crier dessus? Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire des ateliers. Ça se crie dessus? Ça arrive? Parfois, ça peut arriver. Ça arrive souvent. Je supporterai pas ce métier. Moi, je supporterai pas ce métier, moi. Ouh là là! C'est de là qu'est venue l'idée. Les gens qui manquent de respect. L'idée de faire des ateliers sur Sevens avec des thématiques pour essayer de comprendre davantage mon travail, mais aussi que je comprenne ce dont ils avaient besoin avant de faire le chantier. Et comment toi, parce que tu as l'air de laisser sous-entendre que l'architecture, c'est un métier accès à tout le monde. Explique-nous, dans ta vision idéologique, comment l'architecture peut avoir, tout le monde peut avoir accès et tout le monde voit l'architecture à peu près partout, mais en fait, on a l'architecture tout autour de nous, mais on ne fait pas forcément... On ne fait pas attention parce qu'on considère que c'est une architecture d'élite, que les personnes qui peuvent comprendre, on doit faire un certain nombre d'études. J'ai demandé par exemple à des amis d'écrire des textes et la première chose c'est mais on n'y connaît rien, je ne sais pas quoi dire, alors que ce sont les premières personnes concernées. Nous vivons l'architecture de tous les jours et quand je dis que l'architecture elle est accessible, c'est qu'elle est gratuite. Il suffit de se promener, on voit des immeubles, on voit des pavillons. Il y a des institutions qui sont gratuites aussi comme le pavillon de l'Arsenal. Tous les musées, on peut y rentrer tous les dimanches une fois par mois. Donc on a la chance d'être en France et d'avoir un accès à la culture qui est immense. Donc il faut en profiter. Et il ne faut pas se dire qu'il faut un diplôme, une casquette pour comprendre l'architecture. Il n'y a pas plus d'hommes que de femmes qui font ce métier? En ce moment, il y a plus d'hommes, mais ça tend à se féminiser. Il y a plus de femmes maintenant, de promotion en promotion. Par contre, là où il y a beaucoup de femmes qui font des études, mais le problème, c'est qu'elles ne vont pas créer leur propre entreprise. Elles vont être employées. Et c'est là qu'il faut stabiliser. La plupart quand je faisais des stages en entreprise, elles prenaient tout le temps leur mercredi après-midi ou elles se sentaient obligées, par exemple. Ah oui, c'est dur. Hein. De laisser leur travail, etc. Donc, à un moment... Tu es entourée plus d'hommes Je suis toujours entourée de plus d'hommes que de femmes. Du coup, comment tu t'arrives à... Vu qu'il nous reste 5 minutes, je suis désolée de te couper. On va revenir au débat parce qu'il nous reste juste 5 minutes. Je suis désolée. Hein. Il nous reste pas beaucoup de temps, donc je suis obligée de couper. Mais à un moment donné, tu dis, il m'aura fallu 2 années après la création de mon atelier d'architecture pour en arriver à cette conclusion. Je me suis auto-formatée pour survivre et enfin brandir mon diplôme d'architecte. Là, vraiment, Là, je me suis sentie architecte. Avant, non. Avant, non. J'avais peur de dire que j'étais architecte. Je voulais même pas le dire. Quand j'étais en réunion de famille. Peur de rater le diplôme. Non, c'est que j'avais pas envie. T'avais l'impression d'être formatée. Non, j'avais pas envie qu'on me pose des questions. Si, j'avais mon diplôme. Si, c'est là qu'elle l'a eu. Elle s'est dit, je voulais pas que les gens te prennent la tête. J'avais pas envie qu'ils me prennent la tête avec leurs questions. Tout simplement, quoi. Voilà. Et j'évitais à tout prix de dire que j'étais architecte. Mais après, une fois que tu l'as eu. Non, je l'avais déjà. Mais une fois que tu as eu ton diplôme.
Non, j'avais toujours ce sentiment. T'es resté comme ça. Il a fallu que j'aille sur le chantier, que je sois 2 ans sur le terrain pour me dire là, c'est bon. 2 ans, il t'a fallu. Il m'a fallu 2 ans. Pour comprendre les aléas. Tu aurais dû être très fière, au contraire. Pourquoi attendre ces 2 ans? J'étais fatiguée déjà d'avoir eu mon diplôme. Je pense qu'elle n'était pas prête, peut-être. Je pense qu'on n'est pas prêt à être architecte quand on a le diplôme. C'est juste un bout de papier. Ouais. Ça ne fait pas, Elle a été jetée dans l'arène. Elle a dit, tu sais, c'était un petit peu dur pour elle. Il faut pratiquer pour être architecte. Et on dit tout le temps qu'on est encore un jeune architecte à 40 ans. Waouh! Ah oui, faut vraiment avoir il est bien beaucoup d'années. On reste jeune à 40 ans. Et là, disons que, est-ce que tu t'es lancé en tant qu'auto-entrepreneur ou pas du coup? Oui, je me suis lancée le 1er janvier 2015 en tant qu'auto-entrepreneur. Le 1er janvier, j'avais envie que ce soit une date importante. Ah oui, pourquoi? Parce qu'on recommence, c'est un renouveau. Ah, pas mal. Elle fait tout dans la poésie. J'adore. Tu fais vraiment tout dans la... Elle va nous sortir un album, un truc comme ça, tu vas voir. Il va falloir veiller. Ah, oui, peut-être. L'écriture est belle. L'écriture est très belle. Peut-être. Alors, en 2-3 mots, rapidement, parce que malheureusement, on n'aura pas le temps de développer, mais on en a su pas mal, en tout cas, sur toi. Tu reviendras, promis. Promis, je reviendrai. Ah, là, on fera un bon, grand débat beaucoup plus long. Donc... en 2 mots, que penses-tu de l'architecture égyptienne? Ça, c'est quelque chose qui te tient à cœur, je sais. Oui, parce que je voulais vraiment parler. Non, mais comme je te disais, je suis pas experte en architecture égyptienne. Mais je trouve qu'elle est belle. C'est beau. Elle est belle et puis elle est... comment dire? On se pose beaucoup de questions. On sait toujours pas comment elles ont été réalisées. C'est ça le truc. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des Anglais ou je pense que ce sont des Chinois qui expertisent la une des pyramides avec des ultrasons, mais on n'a pas encore trouvé la manière et l'art de... C'est vraiment un mythe le truc. C'est un mythe, c'est une possession de l'esprit. Ah, le mystère, c'est le mot que je cherchais. Je pense qu'il faut laisser le mystère, on n'a pas besoin de tout savoir. Comme toi. T'as une part de mystère. T'as une part de mystère à toi toute seule, alors je t'assure. Ça reste magique de se poser toujours les questions. Ouais, je pense que c'est ça. Mais j'ai l'impression que tous les architectes sont comme ça. Je t'assure. Ma fille, elle est vraiment mystérieuse. Elle veut devenir architecte. Une future architecte. En tout cas, je vous remercie vraiment. Merci à toi. Je suis désolée, ma chérie, pour les questions, mais ça faisait vraiment juste dans le temps. Il fallait vraiment qu'on coupe parce qu'on a démarré en retard. Donc, il fallait rattraper le retard. En tout cas, je remercie tous ceux qui nous ont suivis sur Radio RSI, sur Survey of Dunia, donc les enquêtes de Dunia, que nous avons donc eu au téléphone Marjorie Letiec, ainsi que Lucie, aussi militante pour les féminicides et les crimes faits aux femmes, notre architecte là que vous aurez l'occasion de réécouter avec beaucoup plus de temps. Il faut que je me rattrape du retard, c'est pas possible ça, il faut qu'elle revienne. Donc on va la réinviter, notre invité là de ce soir, qui se prénomme Yankoso, on n'en a pas parlé de Yankoso, mais c'est un beau prénom, en tout cas j'aime beaucoup. Merci, et merci de m'avoir invité. Ben ouais, tu reviendras quand tu veux. Ma chroniqueuse qui était aussi en retard. J'ai pas ramené le soleil. Je lui dis, elle vient du sud, c'est pour ça. Tu sais que d'habitude, je suis toujours en avance. C'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je ne sais pas. Les transports, ça m'a tué. Ouais, les transports, c'est souvent comme ça. J'aime pas cette ville. À Paris, c'est dur. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous les éditeurs de Radio RSI, Radio Sud International, de tous les pays qui soient, Haïti, États-Unis. Et nous nous donnons rendez-vous donc la semaine prochaine, comme d'habitude, Survey of Dunia, 18h, 20h, excusez-moi, 18h, 20h, et soyez à l'heure, même si soyez à l'heure, parce que cette fois-ci, on va faire tout pour arriver à l'heure. Excellente soirée, à bientôt, gros bisous à tout le monde. Partagez. Au revoir. Bye. Et merci. C'était court. On a fait 20. Ja, weißt du, der Film schon Melodie an den Lyrics, mit dem Chicken ist die Melodie. Was ist weißt du? Weißt du, hey, babe. Ah bon? Quoi t'as pile? Quoi t'as pile?
Ok, là. Yo, le maestro, je suis sorti de là. Je dis que je ne peux pas étudier en France. Je suis pas, maestro. Mais pas même des papiers qui me dépassent.